Avant de passer aux questions d'actualité, j'ai parlé beaucoup de finances. Si certains de nos parlementaires veulent prendre la parole, je les invite à le faire. Si le sénateur Colomba levait le doigt, avec plaisir, nous nous écoutons. Vous pouvez passer le micro au sénateur Colomba. Ou tu viens ici, pareil, comme vous. Je pense que ça permet d'avoir un petit débat sur ce qui se passe et par rapport... Merci Jean-Pierre, bonjour à tous. Monsieur le préfet, chers collègues. Oui, deux mots quand même sur ce budget et sur ses perspectives. Je ne reviendrai pas dans le détail. Jean-Pierre a été très, très précis dans les coupes ici ou là, les augmentations ici ou là. Mais je voudrais, disons, me centrer sur un autre problème. Disons que déjà, tout budget, depuis que je suis parlementaire, j'ai découvert ça, tout budget est d'abord un exercice de camouflage. C'est-à-dire qu'on passe son temps à déplacer des crédits de l'un à l'autre, enfin, etc. Ce qui fait qu'à la fin, vous ne savez plus où vous en êtes. Et alors, chacun peut raconter, chacun a son histoire, et en particulier, celle des maires ou des élus locaux n'est pas exactement celle de l'État qui vous explique qu'à chaque fois, ça va mieux. Que ce budget, non, vous vous inquiétez à tort. À l'usage, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement la même chose. Alors, pour prendre un exemple qui a été cité, s'agissant de les aides de l'État, les transferts, etc., de l'État n'ont pas bougé, nous dit-on. Sauf que rien que la suppression d'un certain nombre ça va continuer, de contrats aidés, ça va à peu près, ça représente à peu près 1 milliard d'euros. Mais je voudrais me pencher sur un point qui est en général, n'est pas repris, laissé de côté, c'est le plafonnement des dépenses des collectivités locales qui sont censées aboutir donc à une baisse de 13 milliards à la fin du quinquennat. Je vous avoue que je n'ai pas bien compris, je ne suis pas sûr d'avoir encore bien compris, à quoi ça pouvait bien servir et ce que ça allait avoir pour conséquence. Alors, le Premier ministre nous explique que cette baisse, étant calculée par rapport à l'évolution tendancielle des dépenses, fixée arbitrairement à 1,2%, cela n'aura aucun effet. Il s'agit simplement d'éviter qu'on dépense trop. Alors, je ne peux pas dire le contraire. Bien dépenser. Très bien. Alors, déjà, on peut dire que l'autonomie fiscale des communes va encore en prendre un coup supplémentaire. Déjà, on aura la taxe d'habitation, qui est quand même un des seuls impôts dynamiques qui nous reste, après ce qui est arrivé à la taxe professionnelle, comme disons, un impôt stupide. Tellement stupide que c'était un impôt dynamique et que ça arrangeait bien. Bon. Tout ça remplacé par des dotations. On nous avait expliqué aussi à l'époque, il y a même eu de beaux rapports là-dessus, pour nous dire que l'impôt niveau serait beaucoup plus dynamique que la taxe professionnelle. Ouais, à l'usage, ça ne s'est pas avéré exact. Et l'effet de cette suppression sur l'équilibre de notre balance extérieure, il n'est pas vraiment évident, vous voyez.
le déséquilibre ayant plutôt tendance à augmenter qu'à diminuer. Dans ce dispositif, si vous allez voir un peu comment ça marche, c'est extrêmement compliqué. On n'a pas du tout envie d'aller voir à quoi ça ressemble, mais on a un dispositif donc de surveillance, d'encadrement sous surveillance des chambres régionales des comptes, des dépenses des collectivités locales. Et puis avec, éventuellement, si les critères ne sont pas respectés, eh bien, des pénalités. Alors peut-être que ça peut permettre de récupérer un peu d'argent sur les fameuses dotations qui sont censées rester les mêmes. Je pense qu'il va y avoir un peu de gratte là-dessus. On paiera à travers des pénalités. Mais la question que je me suis posée, c'est en quoi les dépenses des collectivités pourraient-elles aider au rétablissement des finances publiques, et en particulier permettre de respecter les critères de Maastricht, puisque c'est ça l'objectif. On ne fait pas un budget pour dynamiser l'économie, on fait un budget pour respecter les critères de Maastricht. C'est beaucoup plus noble. L'effet est quand même évident. Alors, les baisses de dotation étaient absolument injustes et ont eu des résultats qu'on connaît, mais on comprenait quand même à quoi ça pouvait servir, puisque les déficits budgétaires de l'État étaient améliorés, puisqu'il transférait moins donc aux collectivités locales. Donc on comprenait à quoi ça pouvait servir, même si on n'était pas d'accord avec la technique et même sur l'objectif. Mais la baisse des dépenses en tant que telle, des dépenses globales, n'a absolument aucune influence sur le déficit, puisque les dépenses de fonctionnement des collectivités, les budgets de fonctionnement des collectivités sont par nature équilibrés. Donc si on dépense plus, on n'a pas le droit, à la différence de l'État, de s'endetter. Donc je me suis posé une question, à quoi ça sert ce truc-là? Alors, je me suis dit, ça doit être l'objectif, c'est non plus, comme précédemment, de faire baisser le déficit de l'État, mais c'est d'agir sur l'endettement. Puisque le deuxième critère, le plus visible, c'est les déficits, les endettements ne doivent pas dépasser 60% du PIB. Actuellement, il est autour de 96%, quelque chose comme ça. Alors, faire baisser donc l'endettement, ça veut dire que la seule façon de faire baisser l'endettement, c'est de faire baisser l'investissement. Puisque le seul endettement des collectivités, il est avec l'investissement. Alors, évidemment, donc c'est ça, c'est la seule façon. D'où l'interrogation, les collectivités locales, ils font quand même 70% de l'investissement public. Donc, il y a un risque fondamental sur l'investissement, donc sur la dynamique économique, et en particulier, s'agissant de nos collectivités, sur les entreprises locales, etc. Non, pas du tout, nous dit le gouvernement. Non, vous avez strictement rien compris. C'est pas évident à comprendre. Parce que, en même temps, c'est pas du tout comme ça. Parce que la diminution de l'investissement, la diminution de l'emprunt sera compensée par une augmentation par l'augmentation des économies, de l'autofinancement. Donc, vous dépensez moins, globalement,
Mais vous allez continuer, donc il faudra bien faire face aux dépenses courantes, enfin, etc. Mais non, mais en même temps, vous allez augmenter votre autofinancement. Il faut quand même avoir beaucoup d'estomac pour tenir ce genre de propos. Donc le plus probable, et ça il n'y a pas besoin d'être grand clair et grand visionnaire pour le savoir, c'est que le résultat de cette compression des dépenses, ça va être un ralentissement économique, ou du moins ça ne servira pas à dynamiser, ça n'aboutira pas à dynamiser donc l'économie. Donc ça c'est clair. Mais si on prend le problème, on se dit mais ça c'est pas le problème du gouvernement, l'économie ça n'a rien à voir avec les finances, enfin etc. On se dit mais combien de temps il faudra pour arriver de 96% du PIB de dette à 60%. Alors, je me suis risqué à un petit calcul, sous toute réserve, mais qui est assez intéressant. Donc, sur 6 ans, l'objectif est un désendettement de 67 milliards des collectivités locales, des organismes qui dépendent directement d'eux, sur 192 milliards en 2016. Vous voyez quand même le saut. Donc les dettes seraient de 125 milliards contre actuellement 192 milliards. Alors si on considère que durant cette période, alors normalement il est prévu que la dette baisse de 5% par an. Si on prend durant cette période, donc, l'endettement est censé donc baisser, l'endettement des collectivités territoriales est censé baisser. Alors, considérant que durant cette période, la dette de l'État passera, elle, de 1663 milliards en 2016 à 1886 milliards en 2012, soit plus 223 milliards, donc les dettes des collectivités vont baisser, et celui de l'État va augmenter encore plus. Eh bien, considérant cela, au rythme prévu donc de baisse d'endettement de 5% pour les collectivités territoriales, j'arrive à la conclusion qu'il faudra 37 ans pour satisfaire l'objectif, c'est-à-dire arriver à 60% de l'endettement. Alors, vous réalisez il faudra marcher longtemps pour arriver à atteindre cet objectif. Savoir dans quel état on arrivera au bout du compte, au bout de la route, je vous laisse le méditer. Donc on est dans un système où le budget de l'État finalement n'est plus là pour dynamiser l'économie, mais il est là pour l'empêcher de se développer. Ça ne me paraît pas une bonne idée. Merci Pierre de votre propos. Monsieur Matras demande la parole et je lui passe la parole. Bien, bonjour à tous. Je doute qu'à la fin de mon discours, je serai applaudi vu le contexte actuel. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour les députés En Marche de venir s'exprimer dans les congrès des maires. Mais en fait, c'est surtout compliqué pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai été maire comme vous, et c'est vrai que le précédent mandat, nous avons été quand même très pressurisés par les baisses de dotation, et je crois que ça a créé un climat qui était compliqué entre les collectivités territoriales et l'État. La deuxième raison, c'est qu'on entend aujourd'hui beaucoup de mensonges dans l'actualité. Vous avez reçu un courrier que je vous ai adressé sur la taxe d'habitation. J'ai essayé de rétablir quelques vérités sur la taxe d'habitation. Donc je pense que je ne vais pas axer mon intervention pour essayer de vous convaincre,
ce que je fais, c'est que je vous donne rendez-vous lors du prochain congrès, et nous verrons que les baisses de dotation aux collectivités territoriales n'auront pas lieu cette année, puisque c'est la première fois depuis 2010 qu'un gouvernement ne baisse pas les dotations aux collectivités territoriales. Sur la taxe d'habitation, le courrier que je vous ai envoyé démontre bien qu'en fait, il n'y a pas d'atteinte à la libre administration des collectivités locales, puisque vous êtes toujours maître du taux, que vous pourrez augmenter chaque année. Ce ne sera pas les 20% qui continuent à payer la taxe d'habitation qui supporteront des augmentations que vous déciderez. Tout ce que je vous dis là, c'est factuel, c'est dans le projet de loi de finances, donc vous pourrez le voir à l'exercice du temps, en fait. Et je comprends, moi, votre crainte, parce que, comme je le disais, depuis 2010, les collectivités territoriales, on leur tire dessus. Ça, c'est la vérité. Maintenant, si on fait un peu de politique fiction, à quoi on a échappé quand même? Parce qu'on avait, pour prendre les 3 premiers du premier tour, on a échappé à la France insoumise, c'est-à-dire qu'en fait, on continue à raser gratis et on le fait sur le dos de vos gamins, parce que c'est vos enfants et c'est la dette qui allait gonfler. Et un jour, la génération, il faudra bien qu'elle paye. Et comme je disais hier à quelqu'un de la France insoumise avec qui je débattais à la télé, moi, j'ai pas envie qu'on embauche 50 000 infirmières supplémentaires au lieu de ne pas modifier l'ISF et de payer ces infirmières en allant me servir sur les marchés financiers. Et ça, c'est les contradictions de la France insoumise. Et on avait aussi un candidat Fillon. Alors je sais que dans le département du Var, on est plutôt Fillon que ce qu'on était En Marche. Au niveau des élus, c'est vrai que beaucoup viennent plutôt de l'UDI, du centre ou des Républicains. C'est quelque chose qui est véridique. Moi-même, j'ai toujours été plutôt d'un centre plutôt gauche, mais modéré au niveau de la gauche, puisque je défends des fois certaines positions sur la sécurité, j'y reviendrai, qui ne sont pas forcément bien accueillies à gauche. Mais on avait Fillon qui voulait baisser les dotations encore de 20 milliards. Et ça, tout le monde l'a oublié. Alors je veux bien aujourd'hui qu'on critique Emmanuel Macron en disant il demande à 319 collectivités les plus grandes de faire 13 milliards d'économies sur 5 ans et de le faire sans leur imposer des baisses de dotation. Mais le candidat Fillon, c'était 20 milliards de baisses de dotation aux collectivités territoriales. Moi, à Flyosque, je ne pouvais pas assumer encore 5 ans de baisse de la DGF comme on a eu sous Hollande. Et je pense que beaucoup d'entre vous, c'est la même chose. Donc, ce qu'on fait, c'est que je vous donne rendez-vous dans 1 an, et puis on verra à l'exercice du budget que nous sommes en train de voter à l'Assemblée nationale, que finalement, ce budget que nous sommes en train de construire, il n'est pas si défavorable que ça aux collectivités territoriales, et encore moins aux collectivités territoriales de la ruralité, puisque les 319 collectivités concernées, ce ne sont pas des collectivités rurales. Les collectivités rurales, on ne leur demande pas de baisse, on leur demande de maîtriser leurs dépenses. C'est quand même quelque chose de différent. Et vous le savez, pour répondre à Pierre-Yves, alors, dans quel intérêt on demande aux collectivités de ne pas augmenter leurs dépenses de fonctionnement? Et moi, j'y vois 2 raisons. D'une part, parce que toute dépense de fonctionnement, comme tu dis, il faut qu'elle soit équilibrée. Et donc, admettre qu'on continue à dépenser davantage, c'est admettre qu'on augmente encore les impôts davantage, parce qu'il y a un jour où il faut financer les dépenses qu'on fait. Et également, oui, pour augmenter notre autofinancement, mais ça, on le sait tous ici. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les 5 ans pour continuer à investir? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai l'expérience de la commune de Flyosque, j'ai l'expérience de la communauté d'agglo-dracénoise. On a essayé toujours de maîtriser un maximum nos dépenses pour avoir une capacité d'autofinancement. Ça, c'est de la gestion vertueuse qui est faite dans les collectivités. Et vous le faites pour l'essentiel. Ce que demande le président de la République, c'est ça, tout simplement. C'est de maîtriser ses dépenses pour avoir une capacité d'autofinancement, continuer à investir et pour ne pas augmenter la fiscalité. Donc voilà, sur le budget, c'est ce que je vous dis, je vous donne rendez-vous dans 1 an et on en rediscutera. Sur l'eau et l'assainissement, parce que ça c'est un point important que tu as évoqué, un groupe de travail a été créé cette semaine, donc je sais que Sereine également, les collègues, j'en ai pas parlé avec eux, mais j'ai fait acte de candidature pour y être. Moi, la position que je défends, c'est que la compétence eau et assainissement doit suivre la compétence du droit des sols. C'est-à-dire que quand des collectivités ont fait le choix de passer au PLUI, il est cohérent que ce soit l'autorité qui rédige le PLUI qui ait la compétence des réseaux humides. Quand une commune garde son PLU, il est cohérent que ce soit la commune qui ait toujours la compétence des réseaux humides. Moi, l'argument que je vois, c'est ça, c'est qu'il faut maintenir les réseaux humides en lien avec le droit des sols. Et rapidement, deux points que je voudrais aborder sur la sécurité, puisque je suis le porte-parole du groupe La République En Marche sur la mission sécurité intérieure, qui regroupe le budget gendarmerie, police et sécurité civile.
J'ai de nombreux échanges avec Gérard Collomb sur ces points-là. Je voudrais vous faire un point, mais je vous ferai un point écrit comme j'ai fait pour la taxe d'habitation sur la gendarmerie et la police nationale. Nous allons prévoir une campagne de recrutement de 10 000 gendarmes et policiers supplémentaires, auxquels nous ajouterons 5 000 substitutions. Alors une substitution, c'est quand on prend un opérationnel, un gendarme opérationnel ou un policier opérationnel, qui est affecté à une tâche administrative. La substitution, c'est on va le remplacer par un agent administratif pour permettre à cet agent-là de revenir sur le terrain. Donc premier point. Et deuxième point, on augmente ces budgets-là de 500 millions d'euros en axant notamment l'effort sur la formation et l'investissement dans les biens immobiliers, puisqu'on connaît tous les conditions dans lesquelles les gendarmes et les policiers sont logés. Donc voilà, dans 5 ans, ce sera 15 000 gendarmes et policiers en plus sur le terrain. Je le souligne, c'est important parce que j'étais maire comme vous, et je sais que souvent quand on fait une manifestation, on nous dit état d'urgence, vous faites comme vous voulez, mais seulement on n'a pas assez d'effectifs de police ou de gendarmerie pour venir vous aider. C'est souvent le cas dans la ruralité, et c'est pas une critique. Les gendarmes ont les effectifs qu'ils ont, et donc souvent ça repose sur les communes de maintenir ou pas la manifestation, et ça repose sur les communes et la police municipale. Si demain on a sur le territoire français 15 000 gendarmes et policiers supplémentaires, je pense que ça pourra avoir une répercussion sur ça. Et j'étais avec le président de la République récemment. Je voudrais vous parler rapidement des Canadair. Vous savez qu'on a prévu l'acquisition de 6 nouveaux avions. Le président de la République travaille en ce moment à un plan européen sur la relance de la production de Canadair. Vous savez peut-être qu'il faut qu'on arrive à avoir une commande d'une vingtaine d'avions pour parvenir à relancer la production des Canadair. C'est la position que la France et le président Macron défendent au niveau européen. Et alors je vous le dis, ça reste entre nous, je pense que ça va appliquer. La position de la France est plutôt bien accueillie en ce moment au niveau européen. Donc il est possible que d'ici quelques mois ou peut-être un an ou deux, nous obtenons la relance de la production de Canadair. Et dans ce cas-là, nous pourrons avoir de nouveaux appareils. Et il me semble, je parle sous le contrôle de Françoise et du général Martin qui sont là, mais que les Canadair sont à l'heure actuelle les avions les plus adaptés à la lutte contre le feu de forêt. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine et puis on en rediscutera. Merci. Merci de cette intervention. Françoise, si tu peux venir nous parler du bilan des incendies de forêt et les contributions du SDIS rapidement. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs les députés, sénateurs, mesdames, messieurs les maires, chers collègues conseillers départementaux, les conseillers régionaux, et puis je dirais chers amis, puisque nous sommes avant tout une assemblée d'amis. Jean-Pierre, tu m'as demandé d'intervenir sur le sujet du bilan de la saison 2017, mais il appartient à monsieur le préfet, le chef des opérations du secours, d'intervenir sur le sujet plus précisément que je ne le ferai. En revanche, tu m'as demandé également d'intervenir sur le sujet des contributions des communes et des EPCI au budget du SDIS, sujet épineux et compliqué s'il en est par ces temps d'actualité. Alors, je vous dirais que cette semaine, en collaboration avec André Guiol, que je remercie, président des maires ruraux, et Jean-Pierre Véran, président des maires du Var, nous avons organisé une réunion à laquelle j'ai convié les maires qui ont mené des contentieux au tribunal administratif contre le SDIS et les maires qui, à juste titre, souhaitaient un éclaircissement sur le fonctionnement, sur le mode de contribution de leur commune ou de leurs EPCI au SDIS. Nous n'avons pas, à l'issue de cette réunion, nous ne sommes pas arrivés à un consensus, malgré la proposition qui ait été faite de débloquer 645 000 € de l'aide exceptionnelle versée par le SDIS, versée par le département au budget du SDIS à l'issue de cette saison de feux de forêt compliquée. Et ces 640 000 € pouvaient permettre de diminuer la contribution des communes de moins de 5 000 habitants, comme nous le permet le Code général des collectivités territoriales.
Toutefois, je retiendrai de cette réunion que nous avons dégagé plusieurs pistes de travail sur lesquelles nous allons continuer à travailler dans les jours, dans les semaines qui viennent, afin que nous puissions arriver, sinon à un accord, au moins à un consensus, qui puisse, autant que faire se peut, permettre à chaque maire d'y adhérer, de s'y retrouver, et que nous puissions, au courant de l'année 2018, travailler tous ensemble sur le mode de contribution des EPCI au budget du SDIS, partant du principe que les EPCI pourraient, et ils sont déjà nombreux à l'avoir fait, prendre la compétence SDIS. Donc nous sommes encore avec une page blanche, certes sur laquelle nous avons mis plusieurs scénarios, mais nous avons encore du travail à faire. Pour autant, et dans ce contexte, parce que je considère que l'État doit tenir compte des difficultés que rencontrent les SDIS dans leur budget, j'ai sollicité un rendez-vous auprès du ministre de l'Intérieur. Et je ne sais pas où est Fabien, mais si tu as des échanges fréquents avec M. Coulon, tu as bien de la chance, parce que ça n'est pas mon cas, et je souhaite pouvoir lui parler des difficultés que nous rencontrons, et qu'il ne peut pas rester absent de ce débat-là, a fortiori après une saison feu de forêt compliquée. Elle n'est pas, certes, à l'image de ce que fut la saison 2003, mais elle fut compliquée, elle est lourde à porter pour le SDIS, elle est donc lourde à porter pour vos collectivités. Le SDIS ne peut se reposer que sur le financement des collectivités qui, tu l'as dit Jean-Pierre, sont déjà dans des situations compliquées, on va dire, exsangues. Donc je voulais vous dire que j'ai sollicité un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur afin que nous puissions, et qu'il entende les difficultés que les SDIS, le SDIS du Var n'est pas le seul dans ce cas-là, que les SDIS rencontrent en matière budgétaire. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'état d'avancement de nos travaux, et que je souhaite, avec les maires, pour nos communes, pour notre département, que nous puissions arriver à une solution qui vous corresponde, que nous puissions arriver à une solution qui pacifie un petit peu parfois le climat passionné dans lequel nous pouvons être lors de nos échanges. Mais vous savez pouvoir compter sur ma pugnacité et ma volonté de travailler avec vous et pour vous. Merci. Merci François. L'arrivée du président Marc Giraud. Je lui demande de venir à la tribune. Merci président Giraud d'être à nos côtés. Je relate que dans mon intervention tout à l'heure, je n'ai pas manqué de remercier le président Giraud et tous ses services de l'aide qu'ils apportent aux communes, et on peut l'applaudir parce que c'est important. Merci. Françoise, je te remercie de ton intervention, et je voudrais qu'on salue Françoise parce qu'elle est courageuse. Une femme courageuse, on le savait, travailleuse aussi, parce que je sais tout le travail qu'elle fait au sein de notre SDIS du Var. Tu l'as dit, il y a une situation un peu difficile, il y a des passions, etc. Je pense qu'on arrivera. On arrivera à un résultat. Moi, je suis d'un naturel assez optimiste et réaliste. Il faut, j'ai parlé tout à l'heure dans mes propos, vous l'avez entendu, j'ai parlé 2 fois ou 3 fois d'une solidarité. Et là, je crois qu'effectivement, c'est un sujet où il faut faire preuve d'une grande solidarité. Parce que le SDIS, ça touche tout un chacun. Alors certes, il y a des difficultés relativement aux contributions des communes. Dans le pan qui avait été prévu, il y a des plus et des moins, et malheureusement, il y a beaucoup de plus qui ont été apportés à des communes rurales qui ont déjà de grandes difficultés de gestion. Nous en sommes absolument conscients, et je crois qu'en début de l'année 2018, comme tu l'as annoncé, une cellule se mettra en place, je dis bien une cellule, pas une commission, où nous ferons encore appel à plusieurs maires, présidents de communautés, de communes également, pour faire le point de cet important sujet, afin de ne pas laisser pourrir une situation qui financièrement, mes chers collègues et amis, touche considérablement le SDIS. Il y a quand même un déficit conséquent qu'il faut prendre en compte et qui ne pourra pas s'éterniser et durer.
Donc je compte effectivement sur l'apport de tout un chacun. Les pistes sont tracées. J'ai vu tout à l'heure monsieur le premier adjoint du plan de la Tour qui a fait une proposition, et s'il est là, et je le redis encore, on en prendra compte aussi dans les calculs qui seront à faire, parce que toutes les propositions sont les bienvenues et permettront effectivement d'avancer sur ce dossier important qui touche les communes. Merci, ma chère amie Laetitia Kilici, vice-présidente du département, de venir à mes côtés pour parler des avancées du schéma directeur territorial d'aménagement numérique du Var. Et je salue la présence de M. Londex, directeur régional Orange, qui pourra aussi s'exprimer sur ce sujet. D'ailleurs, avant que notre amie Laetitia prenne la parole, je peux dire que dans le département du Var, il y a pas mal d'avancées sur la fibre, ça bouge. C'est encore un département, comme le dit le président Giraud, qui n'est pas en retard. Ça bouge beaucoup dans le Var. C'est un sujet sur lequel nous sommes accrochés. Il y a une cellule importante présidée par Laetitia au sein du département, sous l'impulsion du président Giraud. Je crois que c'est une avancée intéressante et merci Laetitia d'avoir répondu présent pour présenter ce sujet. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Pierre pour cette invitation qui nous permet de faire un point d'information sur l'avancement de l'aménagement numérique dans le Var. C'est un enjeu aujourd'hui important puisque c'est vrai que les usages numériques se multiplient et que l'aménagement numérique est en fait un domaine d'attractivité et de développement des territoires, que ce soit pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. Donc je vais essayer d'être concise. Ça va être compliqué et d'être à la fois compréhensive aussi. C'est un sujet dense, donc on va essayer d'être assez synthétique. Alors, tout d'abord, un petit rappel du contexte. C'est l'État qui a lancé en 2013 le plan France Très Haut Débit, avec pour objectif une couverture nationale à 100% pour 2022. C'est dans ce cadre a été lancé l'appel à manifestation d'intention d'investir auprès des opérateurs. Donc pour le Var, Orange et SFR se sont positionnés sur certaines... je pense que le diaporama est... vous avez le diaporama? Ah. Il n'y a pas de... Jean-Pierre, il n'y a pas de diaporama? Ça va être compliqué. Parce que sans les cartes, ça va être un peu... Ça démarre, pardon. Voilà. Donc j'en étais à dire qu'il y a eu un appel à manifestation d'intention d'investir auprès des opérateurs privés. Donc sur le Var, c'est 34 communes qui sont couvertes par SFR et par Orange. On voit que ce sont des zones qui sont plutôt denses. Ça correspond à 59% des prises pour un coût total de construction à près de 300 millions d'euros. À savoir que dans le Var, il n'y a pas que 34 communes. Il reste donc 119 communes à couvrir qui ne sont pas couvertes par les opérateurs privés. Et c'est donc la puissance publique qui va investir et créer son propre réseau d'initiatives publiques. À savoir que donc il faut couvrir 41% des prises du Var pour un coût de 400 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. C'est dans ce cadre que le schéma directeur territorial d'aménagement numérique du Var a été élaboré. A donc été élaboré en coproduction entre la région, l'État, le département et les intercommunalités. Ont été associés aussi le CIMELEC et la Caisse des dépôts. Ce schéma directeur est en fait un plan d'action pour le passage au très haut débit. Il s'articule autour de deux actions principales, ce qu'on appelle les opérations de montée en débit pour améliorer le réseau cuivre existant. On modernise le réseau cuivre. Ces montées en débit sont à la fois portées par l'initiative privée et par l'initiative publique. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et la deuxième action est le déploiement de la fibre optique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fois le réseau d'initiative publique et la zone qui est déployée par l'initiative privée. Pour créer le réseau d'initiative publique, il est nécessaire de choisir une maîtrise d'ouvrage.
C'est le syndicat mixte ouvert PACA-THD qui a été... PACA-THD, je vais pas parler avec des acronymes. Provence-Alpes-Côte d'Azur, très haut débit. Alors, vous me permettrez d'utiliser le SMO PACA-THD, ça va aller plus vite. Donc c'est un syndicat qui a été créé par la région et par les départements alpins du 04 et du 05, au départ en 2012, pour déployer le réseau de fibre optique sur ces deux départements. Les membres adhérents aujourd'hui sont la région, le 04, le département du 04 et du 05, et aussi le département des Bouches-du-Rhône et le département du Var, ainsi que les intercommunalités. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une structure qui a un portage à l'échelle régionale, qui permet d'avoir une cohésion territoriale du réseau d'initiatives publiques. À savoir quand même que donc, le département est représenté au sein de ce syndicat mixte, ainsi que les intercommunalités. Alors, on va faire un petit point sur les opérations de montée en débit. Il faut savoir que entre 2016 et 2018, il y a 46 opérations de montée en débit qui sont prévues sur le département. 42 sont portées par la puissance publique et 4 sont portées par l'opérateur Orange qui est là aujourd'hui. Donc je les laisserai peut-être détailler leurs actions de montée en débit. Donc là, vous est représenté la procédure technique de mise en œuvre des opérations de montée en débit. On ne va pas rentrer dans le détail de cette mise en œuvre. Alors là, ce qui est intéressant, c'est la carte qui va vous être présentée. Donc les opérations de montée en débit qui sont mises en œuvre par Orange, il y en a 4. La première a été déjà réalisée, c'est sur Saint-Antonin. Monsieur Londex peut-être en parlera mieux que moi. La deuxième qui est programmée est prévue pour 2017, fin 2017, c'est sur le Broussan à Evenos. La troisième à Sillan pour fin 2018, début 2019. Et la quatrième montée en débit sur Fox-en-Fou avant fin octobre 2019. À savoir qu'il y a des opérations d'amélioration du faisceau hertzien sur plan d'Ops, Ampus et Mazog. Maintenant, nous allons voir les opérations de montée en débit qui sont portées par la puissance publique, donc par les collectivités territoriales, le département du Var, la région et les EPCI. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer. Vous avez sur la carte représentée en bleu les actions qu'on appelle prioritaires qui sont lancées en 2017. Et les actions non prioritaires qui seront lancées en 2018. Donc vous voyez que toutes les intercommunalités sont concernées, sauf TPM, qui est principalement couvert par l'initiative privée, et la communauté de communes Vallée du Gapot, qui n'a pas souhaité faire d'opérations de montée en débit. Donc à savoir que ces opérations de montée en débit sont quand même importantes pour les administrés, parce que ça permet d'avoir des débits à près de 30 mégas pour des territoires aujourd'hui qui sont largement inférieurs à 10 mégas. Donc c'est quand même important. Maintenant, nous allons parler du réseau, du déploiement de la fibre optique et de la création donc, de ce réseau de fibre optique. Donc, d'abord sur les 34 communes qui sont couvertes par les opérateurs privés. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a SFR et Orange qui déploient sur 34 communes. Alors, Orange déploie sur la communauté d'agglomération dracénoise, sur une partie de la CAD, et le déploiement est prévu pour fin 2020. Vous avez en orange plein le déploiement qui est en cours et en assuré orange ce qui est programmé. Orange intervient aussi sur la Cavelle. Le déploiement est prévu d'ici 2018. Orange intervient sur Vinon-sur-Verdon, sur Saint-Zacharie.
pour un déploiement prévu d'ici 2020 aussi. Orange intervient enfin sur des communes de TPM, sur la Seine, Sifour, Saint-Mandrier et Toulon, qui est en zone très dense, donc il y a une intervention à la fois de Orange et de SFR. SFR, quant à lui, intervient sur Sanary, pour la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume, et intervient sur TPM, sur les communes de Carqueiranne, Hyères, La Crau, La Garde, Le Pradet, Le Revest, Ollioules, pour un déploiement prévu d'ici 2020. SFR intervient sur la Farlette, pour la communauté de communes Vallée du Gafou. Voilà. Donc, normalement, sur ces 34 communes, le déploiement de la fibre optique est prévu d'ici 2020. Ça, c'est pour les 34 communes qui sont couvertes par l'investissement privé. 300 millions d'euros. Alors, pour avoir un échange avec les opérateurs, puisqu'il faut quand même une coordination entre les collectivités publiques où vont être déployées la fibre optique et les opérateurs privés, il est nécessaire de signer des conventions qu'on appelle des conventions de programmation et de suivi des déploiements qui permettent d'encadrer le déploiement de la fibre optique et d'avoir des échanges réguliers avec les opérateurs. Donc ça permet d'avoir des bilans de déploiement de la fibre, de connaître la programmation sur les années à venir, de faire aussi un point sur les points de blocage, connaître les difficultés des opérateurs pour faire avancer le déploiement de la fibre optique. Donc il y a des réunions qui sont réalisées 2 fois par an avec les opérateurs et les collectivités concernées. Sur le réseau d'initiatives publiques, donc les 119 communes qui ne sont pas couvertes par les opérateurs privés. Sur le SDTAN, le schéma directeur d'aménagement numérique territorial, était prévu un déploiement sur 15 ans au départ. 15 ans pourquoi? 400 millions d'euros d'investissement public, 21 000 km de fibres à tirer, donc ce n'était pas possible d'avoir un délai plus faible. Pour autant, les opérateurs ont montré une volonté de s'investir au plus sur ce réseau d'initiatives publiques. Donc ça a permis de diminuer les délais. On passe de 15 ans à 6 ans. Donc normalement, d'ici 2023, l'ensemble du Var sera relié en fibre optique. Donc, vous avez sur la carte le déploiement sur ces 119 communes. Il y a 3 phases. Une première phase en bleu, de 2018 à mi-2020. Une deuxième phase en rose, de mi-2020 à 2021. Et une troisième phase, 2022-2023 en vert. Donc on ne va pas faire le détail de tous les territoires. Donc vous voyez que là, les 119 communes sont couvertes. Un point important, c'est peut-être un petit zoom sur le calendrier de la procédure de DSP, puisque le montage qui a été choisi pour le déploiement de la fibre optique sur les 119 communes qui ne sont pas couvertes par les opérateurs privés est une délégation de service public de type concessif, c'est-à-dire qu'il va avoir un apport financier du privé, donc ce qui a permis de diminuer les délais de déploiement de 15 ans à 6 ans, avec une durée de concession entre 25 et 30 ans. Donc, la consultation a été lancée en mars 2017. L'analyse des offres a été faite durant l'été. Il y a eu une première phase de négociation en septembre, une deuxième phase de négociation qui va avoir lieu fin novembre, et la négociation finale aura lieu en janvier, pour, on espère, une signature du contrat de DSP au deuxième trimestre 2018. Je vais terminer l'intervention rapidement sur le rôle de chacun. Alors, d'abord, le rôle des intercommunalités. C'est l'interlocuteur privilégié du département et de la maîtrise d'ouvrage de SMO PACA-THD. C'est l'animateur sur son territoire, c'est-à-dire que c'est le PCI qui implique les communes, à la fois pour définir les priorités de déploiement. Ce n'est pas le département ni le SMO PACA-THD qui va décider par quelle commune on va commencer à déployer la fibre, par quel quartier. C'est bien les communes et les EPCI qui font le choix des priorités de déploiement de la fibre optique. Donc, je pense que c'est déjà fait, que toutes les communes
échange avec les intercommunalités pour travailler sur ce sujet. Alors, le rôle des communes maintenant. Les communes ont un rôle important parce que c'est celles qui connaissent le mieux leur territoire. Donc avant le déploiement, il est nécessaire déjà de valider les zones prioritaires de déploiement, de communiquer les règlements d'urbanisme aux opérateurs, de recenser les infrastructures publiques, bien entendu, d'anticiper, et ça c'est assez important, tout projet de travaux et de construction avec la pose de fourreaux pour la fibre optique, parce qu'il est toujours embêtant quand on refait un centre-ville, de se dire mince, mais par où on va faire passer la fibre optique? On n'a pas pensé à anticiper les fourreaux, et c'est dommage quand même de passer en aérien alors que tout ça, on a enfoui les réseaux, donc c'est toujours mieux d'anticiper les projets de travaux. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'adressage. Donc là, c'est extrêmement important d'avoir le nom des voies et la numérotation des voies, parce que pour les opérateurs, au niveau de la commercialisation, c'est absolument nécessaire. Donc il vaut mieux l'anticiper pour permettre après de gagner du temps. Pendant le déroulement des travaux, les communes donnent les accords de permission de voirie et les arrêtés de circulation, et elles interviennent aussi sur la recherche ou la mise à disposition de terrains et de bâtiments communaux, notamment pour la pose d'armoires. Donc ça, c'est important d'être à l'écoute des opérateurs par rapport à ces demandes. Je termine avec le nerf de la guerre, que sont les financements. Parce que qui finance quoi? Donc sur la zone d'initiative privée, il n'y a pas de problème. On sait que ce sont les opérateurs. Par contre, sur la zone d'initiative publique, alors on a les opérations de montée en débit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça s'élève à 9,3 millions d'euros. 9,3 millions d'euros. Donc à 100% financé par la puissance publique, 50% par la région, 27% par les intercommunalités et 23% par le département. Maintenant, pour le réseau d'initiatives publiques. Alors là, comme je vous le disais, c'est une délégation de services publics sous mode concessif. Donc aujourd'hui, les financements ne sont pas connus, puisqu'il va y avoir une partie de financement privé. Et comme on est en cours de procédure, on ne va pas savoir à quelle hauteur le privé va investir. Donc tout dépendra, en espérant qu'on ait des bonnes nouvelles, tout dépendra donc de la participation privée et en découlera les participations publiques. Mais là, pareil, c'est l'État, la région, les EPCI et le département. À savoir, et ça c'est extrêmement important, vous comprendrez bien que sur des zones denses, le coût à la prise va être moins important que sur des zones rurales, puisque le linéaire à tirer va être moins important en fonction du nombre d'habitants. À savoir que le département a fait le choix d'avoir une équité territoriale. Donc c'est-à-dire que tout le monde, quel que soit le territoire du Var, chaque EPCI paiera le même montant à la prise. Donc ça, c'est la feuille de route qu'a donnée le président Giraud: équité, cohésion et solidarité territoriale. Voilà. Laetitia, de tes propos fort intéressants, je crois que ça passera, d'ailleurs on le mettra sur le site de l'association des maires, vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires. Monsieur Londel, vous voulez dire quelques mots? Oui, Madame la vice-présidente a déjà été très détaillée et très précise sur le déploiement du très haut débit dans le Var. Donc juste quelques éléments peut-être pour complémenter. D'abord, effectivement, vous avez bien compris qu'il y a des opérations qui se passent maintenant de montée en débit, où on utilise le cuivre et on essaye d'optimiser. Elle a cité un certain nombre d'opérations, donc je n'y reviendrai pas. Mais Orange donc a toujours la volonté, je dirais d'ici 2023, à continuer effectivement d'accompagner les communes rurales, en particulier sur ces montées en débit, soit par des upgrades, c'est-à-dire des mises à niveau de nos faisceaux hertziens, soit par le remplacement effectivement du cuivre par la fibre optique pour alimenter nos centraux, permettant ainsi de passer de 2 mégabits par seconde à 10, 20, voire 30 mégabits pour les clients.
Ceci étant, donc, bien sûr, 40% l'investissement privé, vous l'avez dit, hein, au niveau de la fibre optique, partagé effectivement entre SFR et Orange. Ce que je voulais dire, c'est que les deux opérateurs là, tels que vous les avez présentés, sont des opérateurs techniques qui déploient le réseau. Derrière, par exemple, Orange co-investit sur le réseau SFR et va fournir ses services. Donc ça ne veut pas dire que les habitants des communes en question n'auront le choix qu'entre SFR ou Orange. Il y aura bien effectivement la possibilité pour les clients et les particuliers de pouvoir choisir leur opérateur à partir du moment où l'autre opérateur co-investit ou loue des liaisons. Une petite correction aussi sur TPM, on déploie à La Valette, ça manquait, c'était juste la seule erreur que j'ai détectée. L'avenant n'est pas signé. Mais on déploie quand même, indépendamment de l'avenant, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on a déjà des clients. Donc aujourd'hui, Orange, c'est effectivement près de 80 000 clients qui ont déjà accès à la fibre sur les 300 000 prises que nous nous sommes engagés à déployer. Et puis ce que je peux vous dire, on est effectivement en plein processus de marché d'appel d'offres publics, donc je ne commenterai pas ce sujet-là, mais bon, Orange est très motivé pour accompagner l'ensemble des communes du Var sur ce très haut débit. Voilà, juste les quelques commentaires que je voulais faire, et puis je serais ravi de répondre aux questions si vous en avez. Merci, monsieur. Alors, monsieur de Beaumont, s'il peut venir pour nous parler des trois sujets rapidement. Délégué directeur de l'ARS dans le département du Var. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, merci pour votre invitation. C'est vrai que, comme nous sommes rencontrés récemment, il nous est apparu qu'il y avait un certain nombre de sujets d'actualité nationale qui pouvaient mériter effectivement une intervention rapide devant vous ce matin sur les enjeux effectivement de la santé. Donc j'essaierai d'être bref, mon propos étant plutôt destiné à cette heure-ci à vous donner des éléments d'information générale et à ouvrir peut-être 2 ou 3 sujets qui pourront faire l'objet d'échanges ou de réunions supplémentaires successives parce qu'effectivement, ils intéressent particulièrement le département du Var. Premier élément de contexte d'information générale, la stratégie nationale de santé. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé a lancé en septembre dernier le chantier de la stratégie nationale de santé, revisiter effectivement cette stratégie nationale de santé, qui est un document cadre pour les 5 années à venir et qui est destiné effectivement à poser un certain nombre d'orientations et de principes que nous serons amenés effectivement à décliner au cours de ces 5 ans, sachant que c'est sur ce document effectivement socle que vont aussi s'articuler de manière interministérielle l'action donc effectivement des différentes administrations et ministères. L'occasion effectivement pour moi ce matin de mettre en exergue 4 orientations fortes qui vont effectivement fonder cette stratégie nationale de santé. La première et l'enjeu qui nous paraît le plus important à cette heure-ci ne vous surprendra pas, la question de la prévention et la promotion de la santé tout au long de la vie et dans tous les milieux et en fonction et en direction de toutes les populations. Inutile de vous redire, je vais enfoncer un certain nombre de portes ouvertes, que la France malheureusement est mauvais élève, notamment au plan européen, sur toutes ces approches effectivement de prévention et de promotion de la santé, et que notre système de santé reste effectivement aujourd'hui encore effectivement beaucoup trop axé sur le curatif. Donc il nous semblait important effectivement de placer cet enjeu, ce défi effectivement comme première de ces orientations. La deuxième orientation, c'est la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé. Nos territoires effectivement résonnent parmi vous de manière particulière ce matin. Cette ambition, le défi effectivement qui est posé, s'assoit notamment sur un plan pour l'égal accès aux soins dans les territoires qui a été présenté conjointement par Monsieur le Premier ministre et Madame la ministre effectivement des Solidarités de la Santé, j'y reviendrai dans quelques instants, qui permettent effectivement de proposer un certain nombre effectivement d'outils pour lutter, notamment, j'y reviendrai, sur la question de la démographie et la désertification médicale. Troisième orientation effectivement socle pour nous, la nécessité d'accroître la pertinence et la qualité des soins, de revisiter le système de financement, effectivement, notre système de santé, en partant beaucoup plus effectivement d'une interrogation sur de quels soins a-t-on besoin, à quel moment, et tout ça bien sûr à partir des territoires. Quatrième et dernière orientation majeure qui fait parfaitement l'écho avec la présentation effectivement précédente,
la question de l'innovation qui doit effectivement intéresser notre domaine. Cette innovation se déclinera dans les organisations, dans le domaine effectivement des techniques médicales, la technologie, mais aussi bien sûr sur le numérique, avec un accent très fort sur la télémédecine et les objets connectés. Un petit mot bref sur le calendrier, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Donc cette stratégie nationale a été présentée effectivement sur la base d'un diagnostic en septembre, effectuellement effectivement l'objet de rencontres et d'échanges réguliers de concertation avec les différents acteurs engagés, et notamment la mise en place prévue au mois de novembre d'un site internet pour permettre effectivement à tout à chacun de pouvoir réagir, contribuer effectivement à cette réflexion qui se clôturera en décembre 2017 avec l'adoption de cette stratégie nationale de santé. Cette stratégie nationale de santé sera appelée, s'il vous plaît, la slide suivante, merci, sera appelée à se décliner, bien sûr, sur nos territoires, à commencer par notre territoire régional et départemental, à travers un projet régional de santé, donc l'Agence régionale de santé PACA est aussi en cours d'élaboration et qui, bien sûr, va s'appuyer sur cette stratégie nationale de santé, sur ces 4 orientations effectivement majeures, et qui sera pour nous, pour notre part, adoptée d'ici le printemps 2018. Voilà donc le cadre global, effectivement, qui nous anime et qui va nous animer encore plus dans les semaines et mois prochains. En ce qui concerne effectivement le Var, je vous disais, on se disait qu'il y a, je vais ouvrir là quelques réflexions ce matin, un certain nombre d'enjeux qui, à partir de cette stratégie nationale, peuvent résonner de manière particulière. Un petit portrait de territoire, mais je vais être bref là aussi, puisqu'il est connu de l'ensemble effectivement d'entre nous. Notre département effectivement du Var, troisième département effectivement de PACA, qui présente un certain nombre effectivement de particularités assez fortes. La première d'entre elles, c'est notamment par rapport à notre population globale, la part très importante des 75 ans et plus, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on a 15,7% effectivement de notre population, 16% pardon, effectivement, qui a 75 ans et plus. Si je me projette un peu et je fais un peu de prospective, les perspectives effectivement développées par l'INSEE à l'horizon de 2030 montrent que non seulement effectivement le Var va tirer la démographie générale effectivement pour l'ensemble de la région PACA, mais que c'est effectivement sur ces tranches d'âge entre les 75 ans et plus que la croissance démographique sera la plus importante. Donc on voit bien le défi du vieillissement de la population globale qui se pose à nous, et c'est pour moi l'occasion de vous dire, j'ouvre effectivement une première fenêtre, que le Var a été choisi au sein de la région PACA, voici une année, pour expérimenter donc de manière particulière un dispositif qui s'appelle PAERPA, dont vous avez peut-être entendu parler et qu'on pourra vous présenter, projet effectivement en direction des personnes âgées en perte d'autonomie. Cette action effectivement que l'on mène, 2 millions effectivement d'euros, est destinée effectivement à permettre à l'ensemble des acteurs qui interviennent effectivement autour de la personne âgée de pouvoir effectivement se mettre en synergie et de développer un guichet unique pour permettre aux personnes âgées d'éviter les ruptures de parcours et notamment de leur permettre de rester en autonomie le plus longtemps possible à domicile. Cette expérimentation intéresse aujourd'hui l'ensemble de la moitié est du Var, donc la moitié de notre département est concernée par ce dispositif que je suis prêt à vous présenter un peu plus longuement prochainement. Le sujet, effectivement, deuxième fenêtre que je souhaite ouvrir ce matin avec vous, merci beaucoup, la question de la démographie médicale. Pour vous dire, là aussi, que c'est un sujet qui nous paraît résonner de manière particulière, puisque si la densité de médecins, notamment généralistes, dans notre département est conforme à celle observée en France métropolitaine, elle est tout de même aujourd'hui inférieure à la moyenne régionale, à la moyenne de PACA. On sait, et la cartographie effectivement qui s'affiche vous le montre, que sur notre département, qui plus est, cette problématique de la démographie médicale et de son corollaire qui est la désertification médicale s'applique de manière effectivement disparate sur notre territoire, entre un moyen et un haut-var effectivement qui sont déjà depuis quelques années confrontés à des pénuries effectivement de médecins. Mais cela m'amène à vous dire que cette situation qui est celle d'aujourd'hui va s'aggraver, c'est donc un chantier qui est devant nous inéluctablement. Quand on regarde la structure démographique de nos professionnels de santé, et notamment de l'âge de ces professionnels de santé, qui n'échappe pas bien sûr, comme toute la population, à la question du vieillissement,
Et globalement, la situation de difficulté que l'on peut observer aujourd'hui sur le Moyen et le Haut-Var est amenée très rapidement à concerner aussi des agglomérations moyennes comme Fréjus-Saint-Raphaël, ou même demain, effectivement, notre bande côtière qui est particulièrement aujourd'hui étoffée, avec effectivement des perspectives de départ importantes de généralistes. Si je prends effectivement l'agglomération de Toulon, un tiers des généralistes d'ici 2019 pourraient effectivement partir en retraite, être concernés effectivement par ce départ. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a donc plus de départs que d'installations effectivement de médecins généralistes. Donc on le voit, c'est effectivement un sujet qui est prégnant, qui est devant nous. C'est donc dans cette perspective que le plan présenté effectivement par Monsieur le Premier ministre et Madame la Ministre de la Santé le 13 octobre dernier résonne de manière particulière en ouvrant un certain nombre effectivement d'outils, de leviers qui sont à notre disposition et à votre disposition effectivement pour lutter contre ce phénomène, essayer effectivement de maintenir une population de médecins généralistes sur le territoire. Juste un petit exemple par rapport à ça, un objectif très fort qui a été fixé. On s'aperçoit aujourd'hui que les nouvelles générations, notamment de professionnels de santé, recherchent effectivement, à la différence de leurs prédécesseurs, ce qu'on appelle des exercices coordonnés, des exercices groupés. Ils ne souhaitent plus aujourd'hui s'installer de manière individuelle, en libéral, sur effectivement un territoire, mais plutôt intégrer des structures pluridisciplinaires qui permettent donc d'avoir une approche large, mais surtout effectivement de partager les contraintes de cet exercice. C'est ce qu'on appelle notamment les maisons de santé pluridisciplinaires ou pluriprofessionnelles, les MSP pour faire court, que vous connaissez déjà. Il en existe 4 actuellement en fonction sur notre département. Il y a des projets effectivement qui sont en réflexion, à Barjols notamment, si je prends effectivement un exemple récent. Et l'objectif effectivement pour nous aujourd'hui est d'ici effectivement 5 années de doubler le nombre de ces maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont présentes sur notre territoire. C'est pour moi effectivement l'illustration parfaite du sujet qui nous rapproche. Chacun a un bout de solution en la matière et de décision pour justement bâtir une maison de santé pluriprofessionnelle. Il faut bien sûr l'adhésion et l'envie des professionnels de santé à travers un projet médical dont l'ARS effectivement est la garante. Il faut aussi la rencontre d'une volonté politique sur vos territoires, c'est-à-dire qu'effectivement la possibilité pour vous de mettre un local, de subventionner ou de faciliter un loyer accessible. Nous avons aussi un bout bien sûr important avec l'État, je m'adresse notamment à M. le Préfet et ses services, avec la DETR notamment qui permet de participer au financement de cette approche. Donc on le voit bien, la démographie médicale est effectivement un enjeu pour nous, y compris dans le Var, important. Et je vous propose d'ouvrir donc cette fenêtre simplement de discussion aujourd'hui et de voir comment nous pouvons la poursuivre ensemble prochainement, sachant qu'à horizons de mi-novembre va être publié effectivement ce qu'on appelle le nouveau zonage. C'est un zonage effectivement qui permet de déclencher sur les territoires prioritaires ce qu'on appelle les aides conventionnelles, délivrées à la fois par l'ARS mais aussi par la Caisse primaire d'assurance maladie, la sécurité sociale. Voilà sur ce deuxième sujet. Et puis, troisième sujet, là aussi d'importance, la question effectivement de la lutte contre les maladies vectorielles et contre un ennemi commun, c'est notre ennemi, le moustique tigre. Une date, aujourd'hui simplement, je vais être très bref, 25 octobre 2017, vous voyez c'est tout récent, le Var est repassé à ce qu'on appelle le niveau 1 du plan de lutte anti-vectorielle, qui concerne donc effectivement les maladies du dengue, chikungunya notamment. Pourquoi j'insiste effectivement sur cette date du 25 octobre 2017, c'est que dans le Var, nous avons vécu une crise sanitaire qui est peut-être effectivement restée volontairement aussi en termes de communication maîtrisée, mais qui a effectivement mobilisé largement nos équipes, les équipes de la préfecture, les équipes aussi effectivement de l'opérateur de démoustication qui est financé par le conseil départemental. Nous avons connu 2 foyers de chikungunya autochtones, donc j'insiste effectivement sur cette problématique. Autochtone veut dire effectivement que les cas que nous avons rencontrés étaient des cas qui ont développé dans le Var la maladie du chikungunya sans avoir voyagé à l'étranger. 2 foyers principaux, effectivement, se sont déclarés à compter du 9 août.
Le premier dans la commune du Canet-des-Morts et le second à Taradot, les deux étant liés fort heureusement effectivement pour nous. Ça a quand même concerné effectivement 16 personnes qui ont présenté effectivement cette maladie du chikungunya. Donc aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous sommes sortis de cette période de crise sanitaire, espérons-le pour l'année 2017. Malheureusement, ce sujet de santé publique est devant nous. 2007, le moustique tigre a fait son apparition en métropole sur le pourtour méditerranéen. 2010, premier cas déjà de foyer autochtone de chikungunya dans le Var. 2017, 16 cas. Donc on le voit, c'est une préoccupation majeure qui nous réunit. Et je pense que c'est là aussi peut-être un sujet dont nous pourrions discuter en partenariat avec Monsieur le Préfet, en partenariat aussi avec Monsieur le Président du Conseil départemental, sur le rôle que les communes, effectivement, pourraient jouer en la matière, puisque si, là, la crise sanitaire nous a amené à agir sur le curatif en période de crise, je pense que l'enjeu majeur qui est devant nous, c'est l'enjeu préventif. Le moustique tigre, effectivement, se développe à partir, notamment, de réserves d'eau. Et l'enjeu majeur pour nous, c'est de lutter effectivement à travers l'action de sensibilisation, voire d'éducation, le plus tôt possible auprès de chaque citoyen que nous sommes également, sur la nécessité d'être particulièrement vigilant à ne pas laisser des réserves d'eau qui sont autant de gîtes potentiels pour la reproduction effectivement du moustique tigre, de ce vecteur, avec les maladies qui y sont liées. Voilà, je ne serai pas plus long devant vous ce matin. Simplement vous dire que je me tiens à votre disposition avec les équipes de la délégation départementale que j'anime pour poursuivre nos échanges. Merci. Merci, M. de vos explications fort intéressantes et qui concernent à la fois les déserts médicaux, le tigre. Je crois qu'il y a des sujets sur lesquels nous allons continuer de travailler. Sans plus tarder, je voudrais donner la parole à nos collègues de maire. Monsieur François, mais je ne l'ai pas vu, il est là, maire de Soliès-Touka. Je ne l'ai pas vu. Monsieur François Rizy, maire de Bormes. Il est là. Ah, il est là. Alors, mon cher François, tu as la parole sur le plan de prévention du risque incendie de forêt. Merci Jean-Pierre, excuse-moi, je suis arrivé un peu en retard ce matin. Non, je crois qu'il y a une grande solidarité entre nous par rapport à ce qui s'est passé notamment sur Bormes et la Londe. Et notre beau département qui est tellement boisé, je crois qu'il faut qu'au niveau de nos communes, on soit sensibilisés et que notamment il y ait un PRIF qui soit mis en place dans certaines communes. Je sais que sur ma commune qui a 80% d'espace boisé, ça me paraît être une priorité et ça doit être une action qu'on doit mener, je crois, au niveau du département. C'est tout simplement ce que je voulais communiquer ici. Merci François. Merci François de tes propos. Monsieur François Rizy, maire de Bormes-les-Mimosas, suite aux incendies. Monsieur Jean Bassy, maire de Moissac, sur les bases fiscales et le potentiel fiscal. Merci, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc d'abord je voudrais m'excuser parce que c'est la troisième fois que j'interviens dans cette Assemblée au sujet de ces bases fiscales. Mais je voudrais aujourd'hui profiter de la nouvelle mouture des élus qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat pour remettre une couche là-dessus. Certaines communes, comme la mienne, en 70, se sont vues attribuer des bases fiscales disparates et particulièrement élevées par rapport aux communes voisines. À l'époque, on ne faisait pas trop de comparaison d'une commune à l'autre. Ces bases fiscales n'ont servi qu'à appliquer les taux communaux. Bon, on avait des bases fortes, on appliquait des taux relativement bas, et puis le Moissaquais ne payait pas plus d'impôts que ses voisins. Puis l'État a souhaité comparer la richesse des communes. Et l'outil de comparaison est le potentiel fiscal, qui est basé principalement sur les taux que les communes appliquent sur ces bases fiscales en comparaison des taux nationaux. Donc une commune comme la mienne qui applique des taux qui sont à peu près la moitié des taux nationaux a été classée riche. Bon.
Cette richesse servait à quoi? Cette richesse, elle a servi à attribuer la dotation de fonctionnement. Donc depuis 45 ans, d'après ce que j'ai compris, monsieur le préfet, puisqu'on a échangé pas mal donc depuis 45 ans, ben, on touche un peu moins de DGF que les autres communes. Tant que j'arrivais à survivre, ben, ce n'était pas un gros problème. Puis après est venue la résorption de la dette publique. Et là encore, il avait été annoncé 30% de baisse sur la moyenne nationale, sur une période de 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, Moissac a déjà perdu 83% de sa dotation, de sa DGF. Et en plus, il y a le fonds de compensation, le FPIC, où les communes riches abondent pour aider les territoires plus pauvres. Et donc ce fonds de compensation augmente sur Moissac de 30% par an. Aujourd'hui, par rapport à 2013, au moment où il a été créé, il est à plus de 67%. Et l'effet ciseau fait qu'aujourd'hui, Moissac n'a plus d'autofinancement pour investir. Donc Jean-Pierre en a parlé, c'est bien que l'État mette en place des dotations en direction des communes, mais si on n'a pas l'autofinancement pour prétendre à ces aides, ben, on regarde passer le train. Donc aujourd'hui, j'arrive à assumer, je dirais, les aides que j'apporte à l'État pour fonctionner. Et oui, aujourd'hui, je suis avec une DGF qui est la moitié de ce que je donne au FPIC. Ma DGF, si je la compare aux autres communes de ma communauté de communes de même poids que Moissac, elle est 7 à 8 fois inférieure aux autres communes. Et si mes calculs sont bons, alors je ne sais pas ce que j'ai entendu ce matin, apparemment il n'y aurait plus de baisse, mais on verra, mais si mes calculs sont bons, en 2018, j'aurai plus de DGF. Donc la richesse d'une commune, elle se fait comment? Elle se fait avec l'impôt qui est prélevé et la CFE. Bon, Moissac a une petite CFE. Donc aujourd'hui, la CFE est tout à fait absorbée par la communauté de communes par rapport aux services qu'elle a mis en place, ce qui est tout à fait normal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à générer de part d'autofinancement. Donc, je comprends très bien que le problème des bases fiscales, et j'en ai parlé avec les services du département et la DGFiP, je comprends très bien que c'est quelque chose de monstrueux à réviser. Ça devait être révisé tous les 6 ans. Il y a eu un essai en 85 qui n'a pas abouti. Là, apparemment, on devrait pouvoir envisager une révision une fois que les locaux de commerce seront terminés. Mais est-ce que je vais pouvoir tenir jusque-là? Donc aujourd'hui, je souhaiterais, avec l'appui, puisque j'ai écrit au président de la République, au Premier ministre, au ministre du Budget, au président des maires, à nos députés et nos sénateurs. Monsieur le directeur, tu as fait des... Donc, je souhaiterais avoir votre soutien pour qu'on révise au moins le critère de richesse des communes, de façon à ce qu'on se retrouve dans une situation qui soit acceptable. Bon, de l'autre côté, j'essaye, et je fais les efforts qui sont nécessaires pour essayer de trouver d'autres ressources indépendamment de la fiscalité. Je ne suis pas sûr que j'y arrive. J'espère pouvoir tenir le coup jusque-là. Mais si d'aventure ce n'était pas le cas, je refuserais d'augmenter les impôts des Moissacais pour abonder les caisses de l'État. Donc je vous présenterai, monsieur le préfet, un budget en déséquilibre sur ce point, et vous prendrez la main, c'est vous qui augmenterez les impôts. Parce que les Moissacais, aujourd'hui, paient déjà plus d'impôts que tous les voisins. Évidemment, si d'aventure on était arrivé, on était obligé d'arriver à cette situation-là, j'ai toujours été quelqu'un de très respectueux, aussi bien du protocole que des règles, mais si d'aventure on en arrivait là, il y aurait un effet médiatique qui serait certain. Voilà. Donc ça, je voulais vous le dire. Puisque je voulais dire aussi, et c'est écrit dans ce courrier, on parle beaucoup de ruralité au moment des élections. On a mis en place à un moment, enfin on a parlé de mettre en place à un moment le bouclier rural.
puis après le plan Marshall pour la ruralité. Parfois c'est juste passé aux oubliettes. Donc aujourd'hui, on parle de pacte, comme tu as dit, de confiance. De pacte de confiance. Bon, j'espère qu'il ne passera pas à la trappe lui aussi. Mais je pense qu'il faudrait qu'on considère un petit peu les choses différemment et qu'on équilibre un petit peu plus les dotations qui sont apportées par l'État au monde rural et au monde urbain. Si on se réfère uniquement à la DSR et la DSU, la DSR elle rapporte 4 fois moins par habitant que la DSU. Pourtant, le même service qu'on est appelé à développer dans une commune rurale que dans une commune urbaine coûtera beaucoup plus cher dans la commune rurale, puisque nécessairement il sera appuyé sur moins de personnes. Voilà. Le fonds de soutien à l'investissement qui a quand même donné quelques oxygènes. Oui, mais comme je n'ai pas d'autofinancement, je ne peux pas y prendre. Donc je regarde passer le train. Voilà. Il y en a un peu, moi, ça, quand même. Donc, monsieur le préfet, je vais me permettre de vous remettre une copie du courrier que j'envoie au président de la République, je vous ai dit, au Premier ministre, au ministre du Budget, à nos députés, nos sénateurs, au président du comité des finances locales et aux vice-présidents locaux, l'ancien maire de Cannes et Joël Giraud de l'Argentine. Merci Jean de ton intervention. Je comprends, je sais combien tu es attaché à cette question. Et en tant que professeur de mathématiques, tu as exposé clairement les choses à plusieurs reprises et merci de le dire ici. Je voudrais, avant de continuer, le collègue maire, que notre ami Jean-Jacques Castillon, président de la fédération du BTP 83 qui doit partir, s'exprime sur les problématiques de délai de paiement aux entreprises. Jean-Jacques, quelques instants. Monsieur le préfet du Var, Monsieur le Président, cher Jean-Pierre Véran, merci de votre accueil. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants de l'administration, Mesdames, Messieurs, malgré des incertitudes, notamment de la commande publique qui a perdu 30% de sa vigueur depuis 2011, la conjoncture semble vouloir s'améliorer dans le secteur de la construction. Le BTP devrait aller mieux. Il faut dire que le pire aurait été compliqué. Le BTP devrait aller mieux, après toutefois un cycle de près de 8 ans de crise et de changement profond de notre environnement et de nos modèles économiques. Pour autant, la vigilance reste de mise. Car si l'activité revient à l'outil de production, va donc se relancer en toute logique et les besoins de fonds de roulement des entreprises vont s'accroître sous l'effet conjugué de l'achat de fournitures et éventuellement de l'accroissement de la main-d'œuvre intérimaire dans un premier temps. Vous comprendrez que ma consigne auprès de mes confrères en cette période charnière sera donc de garder l'œil et le bon sur leur trésorerie. Et qui veut préserver sa trésorerie commence à se faire payer en temps et en heure. Or, ces derniers temps, justement, je dois vous signaler que le délai de paiement des marchés publics se sont détériorés. Cela ne se verra peut-être pas dans les chiffres et les tableaux de bord, mais dans les faits, cela s'est vérifié et c'est d'autant plus notable que la situation en était en amélioration continue sur le temps long. Mais le constat présent est plus amer. Nous sommes donc intervenus aux côtés des entreprises concernées et nous avons tenté de comprendre. On nous a dit que la mise en place de la dématérialisation des marchés, des factures et des règlements dans les collectivités territoriales semble avoir beaucoup mobilisé les agents qui, de fait, ont retardé l'instruction des situations de travaux et leur mandatement auprès du payeur. De leur côté, les finances publiques ont admis avoir mis trop de temps à viser et payer certains mandats. Je rappelle que le délai global des paiements des collectivités territoriales est de 30 jours. Ce délai court à partir de la réception des situations de travaux par le maître d'ouvrage. Il comprend toutes les étapes du traitement de la facture jusqu'au virement de l'argent sur le compte des entreprises. Ces 30 jours se répartissent en 20 jours pour permettre au maître d'ouvrage de vérifier les prestations et établir le mandat, et 10 jours au payeur pour viser le mandat et le payer. 30 jours, c'est à la fois court et long. Ces derniers temps, nous avons su que les situations de travaux ont mis plusieurs mois à être payées.
Par ailleurs, les intérêts moratoires, maigre consolation au regard des désagréments, n'avaient pas été réglés. Chose anormale, les entreprises ont dû les demander. L'objet de mon intervention aujourd'hui est de tirer les enseignements de ces cas avérés en vous alertant pour vous demander d'exercer toute votre vigilance au respect absolu des délais de paiement et de donner des instructions en ce sens à vos services. Nous savons que la chaîne des responsabilités et le circuit des traitements des factures ne permet pas de valider la façon simple et automatique des différentes étapes de l'amont à l'aval et inversement. Par exemple, nous avons pu identifier qu'un mandat pouvait mettre plusieurs semaines à être payé sans qu'aucune alerte ne parvienne au maître d'ouvrage, sauf à reprendre ce mandat pour s'assurer de son paiement. Ce n'est pas réaliste. Nous savons donc que votre tâche n'est pas aisée non plus, raison de plus pour être vigilant. 30 jours, ce sera toujours court pour vous permettre de vous payer, et ça sera toujours long pour la trésorerie de nos entreprises. Cette trésorerie va être capitale dans les prochaines semaines et les prochains mois pour accompagner la reprise. Alors merci de ne pas ajouter de l'embarras financier à la difficulté de l'époque. Merci de m'avoir écouté. Monsieur Robert Beneventi, cher ami maire d'Olioul, qui va parler des baisses de dotation des communes et EPCI, l'exonération à 80% de la population de la taxe d'habitation, que compte faire l'AFF. Je crois que j'ai déjà répondu sur l'AMF à cette situation, puisque dans mes propos, j'ai dit que le président Barouin, le président Liel et moi-même on était attachés à cette question fondamentale. Effectivement, on ne va pas rester là, mais Robert, tu as la parole. Merci mon cher Jean-Pierre, tu sais que la question, on m'a demandé quel sujet je voulais aborder. Je l'ai fait le 5 octobre. Depuis, il y a un petit peu des informations nouvelles, notamment le courrier de monsieur le député qui est venu nous expliquer tout à l'heure et qui nous a apporté quelques clarifications. Il n'en demeure pas moins. D'abord, je voudrais saluer toutes les personnalités qui sont à la tribune, remercier le représentant de l'État, monsieur le préfet, mon cher Marc, le président du département, et Philippe, qui représente donc Renaud Muselier, et Christian, mon ami Christian Simon, le maire de la Crau, qui nous accueille, et monsieur le vice-président aussi. Voilà, donc mes propos, ils vont être critiques envers l'État, mais monsieur le préfet, ce que je voudrais dire, c'est avant tout, c'est que, en règle générale, sur le département du Var, on subit les décisions nationales, bien évidemment, mais pour autant, grâce à vos services et grâce à tous les services de l'État, on arrive ici, dans le Var, je pense qu'ailleurs c'est peut-être à peu près pareil, mais donc ce sont des responsables qui nous accompagnent et qui nous conseillent et qui nous aident. Mais pour autant, on a toutes ces pressions sur le dos. On a la pression sur le quota de logement social, personne n'en a encore parlé, mais il faut dire que ça devient véritablement problématique. On a la pression concernant, on en parle beaucoup, les présidents de la République ou même les candidats, on en a tous parlé, les normes, il y a trop de normes, il y a trop de normes, mais ça continue, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que là, avant le 1er janvier 2018, il va falloir que l'on s'occupe de la qualité de l'air dans les établissements recevant la petite enfance. Donc, c'est à la charge des communes. Et à partir du 2 novembre, les états civils vont s'occuper des PACS, maintenant. Donc, chaque fois, mon cher Jean-Pierre, je ne suis pas... J'ai bien entendu le propos de ce poète ou de ce philosophe, qu'il ne fallait pas regarder en arrière. C'est sûr qu'avant c'était moins bien. Quand on vivait dans les grottes, c'était forcément moins bien. Mais pour autant, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'améliorer le présent et le futur, hein? Et puis, il faut aussi tenir compte de ce qui s'est passé. Alors, moi j'ai l'impression que nous, les maires, les communes, on est un peu des mules. On charge la mule sans cesse. On charge la mule. Mais on ne nous donne pas de carottes. On nous fait avancer à la trique. C'est ça le plus terrible. Parce que notre dotation globale de fonctionnement, elle a diminué de moitié.
Bon, ça c'est un fait. On nous annonce maintenant des économies à faire de 13,5 milliards d'euros. On nous explique que ça va être les 319 plus importantes collectivités qui vont faire ces économies, voire on regardera ça. On nous dit la taxe d'habitation, vous ne perdrez rien, puisqu'on va vous donner la compensation. Certes, mais regardez la taxe professionnelle, on nous a donné la compensation aussi. Et puis maintenant, on revient sur le montant de la compensation pour faire des économies à l'État. Le problème que nous avons, c'est que nous perdons notre autonomie. Donc, ah ben, monsieur le député, il est revenu. Donc, votre courrier, il était bien. C'est un système astucieux. Mais il n'empêche que l'État, si demain il le souhaite, il pourra stopper ce système. Sauf si peut-être le pacte de confiance nous amène quelque chose de différent. Mais le problème, il faut faire attention à toutes ces décisions, parce que là, nous arrivons maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de recentralisation? À partir du moment où on ne maîtrise plus nos recettes, eh bien, on est dépendant de l'État. C'est ce que je voulais dire. Alors, vous venez d'arriver, certes, c'est pas vous, mais rappelez-vous le gouvernement de Manuel Valls. 50 milliards d'économies à faire. Donc 11 milliards pour les collectivités, 18 milliards pour la sécurité sociale et 21 milliards pour l'État. La Cour des comptes, qu'est-ce qu'elle constate? Elle constate que les collectivités ont participé pour 9,5 milliards. Pas mal, on est presque aux 11. On a fait notre part. La sécurité sociale a économisé 13 milliards. C'est pas mal aussi, mais il y a quand même encore 5 milliards de delta. Et l'État, monsieur le préfet, a économisé 5 milliards sur les 21 qu'il devait économiser. Donc il faut quand même aujourd'hui que chacun fasse sa part. Et donc on aimerait, ça nous encouragerait, plutôt que de chaque fois subir et subir encore, ça nous encouragerait de voir, mesdames et messieurs le député, de voir l'État faire de véritables efforts sur lui-même, sur son fonctionnement, afin que nous, les collectivités, on puisse continuer à aller de l'avant. Alors, mon collègue à la région, le maire de Moissac-Bellevue, a fait une belle démonstration tout à l'heure. Mais vous avez entendu son propos majeur, c'est « je ne peux plus investir ». Je ne peux plus investir. Eh bien, c'est ce qui va nous arriver si on continue comme ça. Et tout à l'heure, le président du BTP qui parlait de délai de règlement, mais il parlait aussi de la commande publique. Et si la commande publique baisse, ça va être catastrophique, ça, pour l'emploi, entre autres. Et on sait très bien que les collectivités, c'est 60 ou 70% de la commande publique. Donc il y a nécessairement, et c'est pour ça que je m'adresse à l'AMF, parce que l'AMF nous représente tous, c'est un poids considérable, c'est presque 36 000 communes en France, et donc il me semble qu'il faut vraiment que ce pacte de confiance qui s'annonce soit un pacte de confiance, je dirais, signé devant notaire. Il faut qu'il y ait que ça soit un vrai pacte, que ça soit un vrai pacte, qu'on ne puisse pas y revenir, parce que si l'État, avec sa majorité du jour au lendemain, décide d'y revenir, ça ne pourra pas aller. Alors moi, je ne veux pas leur faire de procès d'intention. Je ne veux pas leur faire de procès d'intention parce qu'il faut aller de l'avant, parce que notre pays doit rentrer dans un certain nombre de critères vertueux. Je ne vais pas critiquer la démarche qui consiste à essayer d'être moins endetté ou celle qui consiste à avoir moins de déficit. C'est évident qu'il faut avoir moins de déficit, c'est évident qu'il faut être moins endetté. Il faut donc que chacun fasse des efforts et que ça ne soit pas toujours la mule qui prenne. Voilà, donc c'est ça mon credo aujourd'hui. Voilà, et juste
Pour terminer, si tu le permets, Jean-Pierre, je ne vais pas être très long. Hein. Ça, c'est la question financière. J'ai une question plus personnelle. C'est une question olioulaise. Donc, M. de Momont est intervenu tout à l'heure, et je sais que nous avons un rendez-vous. Il y a sur la commune d'Olioul une clinique qui s'appelle la clinique Malartic. La clinique Malartic, c'est une clinique de secteur 1. Secteur 1, ça veut dire que c'est une clinique sans but lucratif et il n'y a pas besoin de dépassement d'honoraires. Cette clinique se situe sur Olioul, mais elle n'est pas très loin de la cité de la Beaucaire et pas très loin de la cité de Berthe. Et à Olioul, nous avons aussi des ensembles sociaux comme Saint-Roch ou comme la Beaune. Et puis il y a d'autres personnes, parce que dans nos villages, ça n'a pas le caractère de logements sociaux, mais pour autant, les personnes qui habitent là sont des personnes modestes. Elles n'ont pas toutes des cartes bleues bien garnies, et lorsqu'il faut aller se faire soigner, elles apprécient de pouvoir aller dans un secteur 1. Donc, surtout que nous sommes à l'ouest, et que l'hôpital est à l'est. Bon, il y a l'hôpital de la Seine. Je voulais dire que là, cette clinique est sérieusement menacée aujourd'hui. Il faut qu'on fasse une étude objective de la situation et que l'on préserve cet outil qui est un outil de grande qualité avec 300 personnes qui travaillent, avec l'imagerie médicale, avec bien entendu le secteur dentaire, avec tout ça. Et donc, pour la préserver, il faut se mettre autour d'une table et il faut discuter. Chacun doit faire sa part de réflexion et sa part d'effort. Je suis persuadé que la clinique elle-même doit avoir beaucoup d'efforts à faire en matière de gestion. Mais vous voyez, là, par contre, je veux remercier les élus de ce territoire. Parce que Cécile Muscotti, qui était là tout à l'heure, hein, avec Virginie Guérel qui est encore là, je crois. Voilà. Donc les deux députés de ce territoire étaient avec nous. Le maire de la Seine, il doit être par là-bas, donc Marc Guillemot, il était également avec nous. Laetitia, elle est partie, non, elle est là. Voilà. Laetitia qui est ici, conseillère départementale. Vous voyez la chance que nous avons, on a une conseillère départementale, Laetitia qui est ici, avec Ferdinand Bernard, puisque vous la représentez. Et puis, il y avait tout le conseil municipal d'Olioul, et Philippe Vittel, qui a été retenu, nous a, en tant que conseiller régional, nous a adressé un courrier de soutien qui n'est pas ambigu du tout. Donc, les élus de ce territoire soutiennent cette clinique, et il faut ne pas gaspiller cela. Alors, M. de Beaumont, parmi les objectifs des mesures prises par la ministre, c'est les objectifs de ne pas continuer à faire une fracture sur la mixité sociale ou sur le social. Là, nous sommes dans ce cas de figure. Et dans ce cas de figure-là, si cette clinique de secteur 1 devait s'arrêter, eh bien, il y aurait de graves problèmes pour de très nombreuses familles qui habitent cet endroit. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. C'est une intervention qui est toujours bien appréciée. Pour les questions de la clinique, ne peut que abonder dans ce que tu viens de dire et soutenir, de remercier tous les élus effectivement du territoire qui vont dans cette même direction. En ce qui concerne les actions de l'AMF, je crois que je l'ai dit dans mes propos, tu peux compter sur l'appui complet de l'Association des maires de France. Vous pouvez compter sur l'appui complet pour... Vous avez d'ailleurs, j'ai détaillé en partie la réponse qui a été faite au Premier ministre Édouard Philippe par les présidents Barouin et Léniel tout de suite, avec une réactivité très forte où effectivement toutes les choses sont prises en compte. Et ce qui me paraît fondamental, c'est effectivement le pacte de confiance sur lequel on va travailler et effectivement qui demandera beaucoup de choses pour que les maires se retrouvent parfaitement dans cette situation. J'ai bien entendu ce que tu as dit et je crois qu'on en prend acte. Merci, Robert. Monsieur Gilles Bernardi, maire du Lavandou pour les feux de forêt et la mise en œuvre des mesures de prévention. Gilles. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président. Juste quelques mots, j'essaierai d'être un peu moins dissert que mon prédécesseur. Sur la DECI, Monsieur le Préfet a pris donc un arrêté
au mois de février, qui tombe sous le sens vu ce qu'on a vécu pendant l'été, et d'ailleurs les risques ne sont pas terminés encore. L'application ensuite par un arrêté municipal pose quand même quelques problèmes de lecture, d'application, de mise en œuvre et de financement. Il est bien certain que suivant la géographie, poser un poteau incendie, un PEI tous les 200 mètres, va s'avérer longuet et coûteux, pour ne pas dire irréalisable. Pouvons-nous compter sur l'aide des services de l'État, Monsieur le Préfet, pour nous aider à appliquer cette directive, avec le souci, bien sûr, de la sécurité, mais avec aussi l'impératif d'être réaliste et de pouvoir mettre en œuvre ce réseau de PEI. Merci, Monsieur le Préfet. Merci. La question est formulée avec la courtoisie que vous connaissons, Monsieur le maire. Sur l'aide, vous pouvez toujours y compter, sans aucun doute. Il n'empêche que le problème pour l'élu municipal que vous êtes confronté à des demandes de permis de construire, enfin d'autorisation d'utilisation du sol, comme on dit, enfin, de permis de construire, et qui s'interroge entre autres pour savoir s'il peut les refuser sur cette base-là ou s'il doit différer sa décision. L'orientation principale, sous réserve des débats postérieurs que vous aurez avec monsieur le DDTM qui est quelque part dans la salle, serait plutôt le refus du permis de construire, la possibilité de différer la décision n'étant juridiquement fondée que quand le document d'urbanisme lui-même est soit en cours d'élaboration, soit en cours de révision. Mais je vous dis quelque chose que vous savez sûrement déjà. Ça me conforte. Merci, Monsieur le Préfet. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur Thierry Bonjourno, maire de Gonfaron, pour la suppression des contrats aidés, sachant qu'on a déjà abordé la question, mais Thierry, volontiers pour ton intervention. Je crois qu'il Il est parti. Il était là. Hein. Tu veux, je crois. Il est parti. Les contrats aidés, je crois qu'on a abordé la question. Il y a quand même 200 000 contrats aidés qui restent en cours avec des applications pour le handicap, pour les écoles, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans la lettre de M. Philippe. Monsieur Benjamin Demergian, maire de Barjol, pour le devenir de la gendarmerie de Barjol. Il a le micro pour... il n'y a pas de micro pour... il reste où? Le micro. Julie, il faut courir. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous faire part de ma grande inquiétude sur le devenir de la gendarmerie de Barjol. En août dernier, un courrier du groupement départemental de la gendarmerie m'informe que notre demande de renouvellement de l'agrément de principe pour la construction d'une nouvelle brigade à Barjol est caduque et qu'un nouveau projet sur la commune de Cotignac visant à regrouper les brigades de Barjol et Carcès est en attente de validation. Ceci afin de, je cite, faciliter la capacité à couvrir le territoire, réduire les délais d'intervention, améliorer les conditions d'accès au public et contribuer à la qualité de vie des familles. Depuis 2013, la commune de Barjol, en partenariat avec les services de la gendarmerie nationale, étudie et travaille sur le projet d'une nouvelle brigade sur notre territoire. Les locaux actuels sont en effet vieillissants et la localisation au cœur du village n'est plus satisfaisante. En 2014, l'agrément de principe immobilier nous ayant été accordé, mon prédécesseur a inscrit en espace réservé au PLU un terrain de 8000 m² dont l'emplacement a été validé par l'ensemble des services concernés. La communauté de communes à laquelle j'appartiens, Provence-Verdon, soutient de plus sans réserve ce projet intercommunal et a décidé de se porter acquéreur du foncier. Ainsi, je ne comprends pas pourquoi ma commune verrait demain sa gendarmerie disparaître alors que c'est un bassin de vie reconnu et identifié par l'INSEE depuis plusieurs années. La commune accueille de nombreux services publics et équipements,
commerce, services financiers, services locaux de l'État, enseignement, les écoles bien sûr et un collège, professions de santé, structures, équipements de loisirs, etc. etc. C'est une commune relais de l'armature urbaine du territoire Provence verte, au cœur de la communauté de communes Provence-Verdon. Elle dessert pas moins de 10 000 habitants, répartis sur 9 communes, et compte plus de 70% de ses logements en résidence principale. Barjol est également un site touristique reconnu et une des seules communes de Provence verte à voir cette année sa fréquentation touristique augmenter. La perte de la gendarmerie de Barjol déséquilibrerait le territoire de la communauté de communes Provence-Verdon, qui n'aurait plus qu'une seule gendarmerie à Riance, à 30 km de Barjol. Tout cela pour 22 000 habitants. Cotignac n'est pas dans notre bassin de vie. De fait, les habitants qui venaient sur Barjol se reporteront certainement sur Saint-Maximin, voire sur Riance. Il faut tenir compte des habitudes des gens de notre territoire rural et pas se baser uniquement sur de simples considérations géographiques ou sur des statistiques sur le nombre et les délais d'intervention. D'ailleurs, le plus grand nombre d'interventions est aujourd'hui sur Barjol et Carcès. Alors pourquoi, effectivement, supprimer ces deux casernes? Je finirai en disant qu'implanter une gendarmerie à Cotignac remettrait en cause la sécurité des administrés de notre territoire, et ce dans un contexte national où le plan Vigipirate est de plus en plus renforcé. L'éloignement de ce service public de proximité va forcément désavantager la population de notre territoire rural en dépit de la nécessaire protection des administrés que défendent les élus locaux. Monsieur le Président de la communauté de communes Provence-Verdon, Bernard de Gaugelan, qui s'excuse, qui n'est pas là aujourd'hui, ainsi que les maires de la communauté de communes Provence-Verdon se joignent à moi pour vous faire part de notre grande inquiétude et de notre profond désaccord vis-à-vis de ce projet. Nous avons également saisi monsieur le député de la 8e circonscription, ici présent, Fabien Matras, qui travaille actuellement sur ce dossier. Enfin, je voulais remercier le colonel Herman, ici présent aussi, qui est venu en mairie nous rencontrer avec le président de Boisgelin pour discuter sereinement et en toute franchise vis-à-vis de ce projet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Si vous permettez, Président, loin de moi l'idée de répondre précisément sur le dossier dont il s'agit. Simplement, je voudrais rappeler que l'une des caractéristiques du service public, c'est de s'adapter. C'est pas d'être fatalement figé dans le temps. Deuxièmement, sur un dossier tel que le vôtre, il n'y a, ça je le dis pour l'information du reste de la salle, il n'y a aucun esprit d'économie. J'entends par là, de la part de l'État, c'est-à-dire, ça ne suppose pas de mettre moins de militaires de la gendarmerie sur la zone en question. Donc, nécessité d'adapter, nécessité d'accueil du public dans de bonnes conditions. Dans le cas particulier de la gendarmerie nationale, où les locaux d'habitation sont situés à proximité et en général sur le même tènement que les locaux de travail, nécessité d'un accord, d'une bonne tenue des locaux en question pour un bon fonctionnement du service public. Tout cela milite en effet pour construire une nouvelle gendarmerie dans la même zone, desservant la même zone et avec des effectifs qui seront égaux à la somme des effectifs des 2 brigades de gendarmerie existantes. Voilà le point d'avancement du dossier. Mais d'autres que moi dans la salle ont sans doute des opinions sur le sujet. Merci, monsieur le préfet. Moi, personnellement, je n'ai rien demandé. Je me trouve au milieu de 2 brigades, Carcès et Barjol. C'est tout, il ne faut pas de constat. Maintenant, les actions décidées. Madame René Dombry, première adjointe au maire du Muy, contre le transfert de la compétence au assainissement. J'en ai dit quelques mots. Fabien Matras également, l'intercommunalité, le transfert de la taxe d'habitation. Elle en a parlé aussi. Elle a la parole, Madame Dombry.
Bonjour à tous, je me fais simplement l'interprète de Madame le maire qui a souhaité que, mais nous avons déjà, enfin vous en avez déjà parlé, nous sommes contentés de vous entendre sur le transfert de la taxe d'habitation et même le transfert de la compétence de l'eau à l'intercommunalité. Alors je crois que vous avez répondu avant que je pose les questions qui avaient déjà été posées bien sûr par Madame le maire. Et vous avez bien répondu à sa demande. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Paul Hussier, premier adjoint au maire du Castellet, sur la dégradation du sort réservé aux collectivités, la baisse des dotations, la suppression de la taxe d'habitation, la rigidité de la loi SRU sur les logements sociaux. Il doit avoir répondu là aussi. Monsieur Georges Pose, maire de Bodinard, sur les problèmes de téléphonie mobile ainsi que l'accès à la fibre chez les particuliers. Je crois qu'il doit avoir eu une réponse de Laetitia Kilissi. Pas tout à fait. Allez, Georges. Laetitia, toi, c'est... Oui, bonjour, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil général, l'équipe Vitel, qui représente la région, mes collègues maires, les députés, les parlementaires. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Il s'agit de téléphone mobile, on n'en a pas parlé. Moi, je peux corriger, la fibre optique arrive à Bodinard. C'est vrai qu'on a une puissance de 35 mégas maintenant, ça marche impeccable, tout va bien. C'est la téléphonie mobile qui ne marche pas. C'est-à-dire on n'a pas d'antenne relais, et c'est pratiquement inexistant. Plus de la moitié de ma commune, ça ne passe pas. Alors c'est pour ça qu'il faudrait une antenne relais à partir de là, mais il semblerait que les opérateurs Orange, Bouygues et puis SFR disent que c'est pas rentable. Mais la rentabilité, on paye nos impôts comme ailleurs. On est une commune touristique, et justement on n'a que cette économie. Et cette économie, maintenant, les gens qui viennent chez nous, ils demandent est-ce que vous avez la G4, la G5, ils disent on n'a rien du tout. Et tout ça, ça impacte sur l'économie. Voilà. Merci à tous. Merci. Mes chers collègues, beaucoup de questions ont été posées. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions qui voudraient être posées? On adresse à la salle. Monsieur le député, vous m'avez demandé la parole, monsieur le député, en 2 minutes. Hein. 1 minute 30, allez, on note bien. On va passer la parole aux personnalités. Mes chers amis, monsieur le préfet, mes chers collègues, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le vice-président de la région, mesdames et messieurs les corps préfectoraux, mon colonel, monsieur le contrôleur général, mesdames et messieurs les élus, je voudrais vous parler d'un budget en constante augmentation sur les 8 années qui viennent et d'un problème qui concerne tous nos territoires, le chômage. 1,8 milliard de plus cette année, 1,7 milliard de plus toutes les années suivantes jusqu'à 2025. C'est le budget de la défense nationale. Je parle sous le contrôle de mes collègues commissaires de la défense nationale, Émilie Guérel et Solène Auborne, de mes prédécesseurs, Olivier Audy-Bertrand qui est dans la salle et qui a beaucoup œuvré, et Philippe Vittel qui est ici, auquel j'ai l'honneur de succéder à la délégation de l'OTAN. Lorsque nous sommes à l'extérieur, et c'était le cas pour ma part il y a 15 jours à Bucarest, et qu'en marge de la session parlementaire de l'OTAN, je rencontrais différents acteurs pour essayer de promouvoir des dossiers d'armement français qui concernent bien entendu des entreprises européennes, françaises, mais surtout varoises. Et que mes interlocuteurs me disent « Ah, il paraît que vos entreprises ont du mal à trouver tous les emplois, à pouvoir tous les emplois nécessaires. » Et lorsque nous rencontrons les uns et les autres le président de Naval Group, et vous savez à quel point cet ex-DCN joue un rôle important dans votre bassin, et je félicite, alors Hubert Falco n'est plus là, mais le président du conseil départemental, tous les élus de l'aire toulonnaise, et comme le disait Hubert Falco, notre ministre aux universités de la Défense, Toulon peut s'enorgueillir d'avoir la force d'action navale, mais l'ensemble du département vit d'une manière directe ou indirecte de l'industrie de la défense. Et devant tous les universitaires, Hubert Falco a bien rappelé tout ce que l'aire toulonnaise pouvait tirer en matière d'emploi, et ce qui fait que
Monsieur le Président du Conseil départemental, j'espère que vous lui transmettrez mes félicitations là-dessus, si je peux me permettre, c'est que vous avez des taux en matière de chômage qui font rêver beaucoup d'endroits dans notre pays, beaucoup d'autres élus. Et en l'occurrence, le président du groupe Naval Group ne cesse de nous dire qu'il a des centaines d'emplois à pourvoir et qu'aujourd'hui il ne le peut pas. C'est dire ce qui va se passer demain lorsque nous allons avoir ce budget en constante augmentation. Aussi, je voudrais aller encore beaucoup plus loin dans ce que le département et la région font et faire en sorte que tous ensemble, nous unissions nos efforts, notamment à travers les crédits de formation et les plans de formation qui seront développés par la région, pour que tous ces emplois soient pourvus par des Varois. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre intervention.